Donc, bonjour à tous, bienvenue pour une reprise un petit peu de ce tisser du sens ensemble sur les aspects astrologiques de la semaine du 11 au 17 septembre. Donc pour ceux qui m'ont demandé en off, j'ai tout simplement senti de faire silence parce que c'était Mercure rétrograde, parce que j'avais besoin d'être dans ma bulle avec les étoiles et pas forcément partagée. Je pense que de ces moments, on ressort toujours avec plus d'envie ou d'incuber, enfin, même si un peu encore un work in progress pour moi de tout ce que je connecte dans ma tête. Donc voilà, donc je suis ravie de reprendre ces petits rendez-vous que je vais continuer. Je vais aussi reprendre la newsletter, donc vous pouvez vous inscrire, je mettrai le lien dessous, où en fait tout simplement là, il y a un aspect plus poétique par l'écrit des aspects. Donc je dis peut-être pas la même chose ou de la même manière. Voilà, et puis il y aura aussi toujours de temps en temps les partages sur Instagram, même si c'est une plateforme petit à petit que j'ai moins envie d'utiliser. Donc, on ouvre la semaine, ou plutôt on termine la semaine, puisque j'enregistre dimanche avec le décalage horaire. Je sais que pour vous, c'est le soir au Guatemala. Enfin, pardon, en France. Pour moi, c'est le matin encore très tôt au Guatemala. Donc, il y a un aspect qui me permet justement peut-être de faire un petit peu, comme je ne vous ai pas raconté ce qui s'était passé avant. On a Junon. Donc, Junon, c'est un astéroïde féminin. Cette semaine, on va pas mal en parler, parce qu'il y a tous changent de signe, enfin, sauf Junon. Donc je trouve que ça peut être intéressant, qui rencontre Vénus, donc dimanche. Et je trouve ça assez au niveau du symbole et de l'histoire. Vous savez, on a beaucoup associé, c'est de tout temps beaucoup d'astrologues, et il y a rien de nouveau dans l'association de la rétrogradation de Vénus au cycle d'Inanna. Et quand elle sort de sa rétrogradation, donc exactement, Vénus est sortie de sa rétrogradation la semaine dernière, dimanche dernier. Euh, et elle est devenue donc étoile, elle était devenue étoile du matin. Et cette semaine, donc elle rencontre Junon euh, dimanche, et dimanche prochain, donc le 17, elle fait son dernier quartier, ou plutôt c'est Jupiter qui en force sur le quartier. Donc il y a quelque chose en lien avec l'idée de souveraineté, puisque Junon et Jupiter, ou Héra et Zeus dans la mythologie, et ce couple qui a marqué l'instauration du mariage monogame. L'astéroïde Junon et va beaucoup nous parler d'une souveraineté perdue ou d'une souveraineté retrouvée. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui se rappellent un peu du mythe d'Inanna lorsque Vénus sort du monde du dessous? Il y a quelque chose en lien avec le trône. Il ne faut pas oublier aussi que la rétrogradation de Vénus était vraiment vue dans les textes anciens comme une renaissance de Vénus. Et quand Inanna, Vénus, remonte à la surface, elle se rend compte que son mari, Dumézil, n'a pas été du tout à la hauteur de ses attentes. Il s'est assis sur son trône avec des manières pas très, j'allais dire, en tout cas en lien avec elle, ce qu'elle sentait de ce qui était vraiment, de ce qu'elle pouvait attendre d'un souverain. Et elle le détrône pour s'asseoir à sa place. Alors, il y a certaines histoires qui vous disent qu'ensuite, ils passeront la moitié de leur temps chacun dans le monde du dessous. Il y en a qui disent qu'elle l'envoie carrément dans l'inframonde. Et je trouvais ça intéressant. Alors, je sais qu'il y a aussi la nouvelle lune, qu'il y a la fin de la rétrogradation de Mercure, dont on parle. Mais il y a aussi au niveau peut-être de tout ce qui est lié à Vénus, donc de nos relations, surtout de nos relations affectives, de nos désirs, de nos envies, de notre cœur. Il y a quelque chose qui se conclut aussi, puisqu'on a ce dernier carré à Jupiter qui nous a parlé aussi sans doute du sens qu'on pouvait donner à certaines relations, qui nous a parlé aussi peut-être de l'amplification des fois de certains drames pendant la rétrogradation. Il y a peut-être quelque chose qui se dénoue, il y a peut-être de nouveaux horizons, de nouveaux possibles, ou quelque chose qui nous a un petit peu questionné, en lien toujours avec les thématiques vénusiennes, donc les thématiques amoureuses, les thématiques relationnelles, les thématiques de ressources, les thématiques créatives. Là, il y a quelque chose qui va nous demander, j'allais dire, symboliquement et littéralement, de questionner comment on s'assoit sur notre trône. Il y a toujours, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à étudier les astéroïdes, et notamment Junon. C'était vraiment
il y a quelque chose de très négatif qui est véhiculé sur Héra est dans l'attente, elle se venge, elle fait les 400 coups à Zeus, Zeus continue à la tromper. Euh, alors, il y a beaucoup de choses que j'avais appris au contact de Demetra George, hein, puisque moi j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir avoir un cours particulier sur les astéroïdes avec elle, alors qu'elle n'en donne plus, hein, c'était il y a plus de 10 ans. Après, j'avais un peu arrêté d'utiliser les astéroïdes parce qu'il y avait tout ce mouvement des déesses et des choses, et je ne savais plus si on était dans l'inflation de l'ego ou si on était vraiment dans une quête authentique. Mais, et en explorant ensuite d'autres livres de mythologie, il y avait il faudrait que je vous le retrouve, hein, c'est une dame qui donne des cours, je crois, au Collège de France, et il y a un livre qui est sorti sur justement Héra et Zeus, que je n'ai pas lu, hein, mais, parce que je n'ai pas pu y avoir accès. Mais elle disait, c'est quand même étrange qu'on ait retenu dans la mythologie que cet aspect de Junon, qui soit cette épouse complètement dans l'attente, dans la jalousie, dans les jeux de pouvoir, dans la vengeance, alors qu'elle est décrite dans certains mythes où il paraît qu'il y a certaines portes comme vraiment cette épouse souveraine. Hein. Et il y a quelque chose de très clé, souvent, pour comprendre Junon, c'est que c'est Karl Karény, qui est aussi un mythologue. Il disait le problème de Junon, ce n'est pas tant les infidélités de son mari que son extrême fidélité à son rôle d'épouse. Hein. Et là, il y a quelque chose, je pense, qui est important, c'est que quand on s'enferme, surtout quand on regarde les archétypes féminins, quand on s'enferme dans un archétype, bah, on peut être aussi possédé par lui. Hein. Et je trouve ça intéressant au niveau des symboles de cette semaine. Et je vais peut-être commencer par là avant d'aller sur la nouvelle lune et la sortie de rétrogradation de Mercure, que cette semaine aussi, donc vous avez Junon qui dialogue avec Vénus. Hein, et qui ensuite, Vénus dialogue avec Zeus, donc il va nous parler de notre souveraineté, de comment on exprime en lion peut-être notre énergie créative et sexuelle, hein, qui est vraiment comment aussi une des bases d'utiliser les astéroïdes, c'est vraiment quelque part différentes facettes d'utiliser l'énergie vénusienne. Et là, il y a cette dimension de s'asseoir à nouveau sur son trône, d'être souveraine, de peut-être aussi, avec la confrontation, en tout cas, même si c'est un carré, ou en tout cas avec le dialogue à Jupiter, aussi d'émerger de nouveaux possibles, d'émerger un nouveau sens, une nouvelle vision de comment on a envie de vivre et d'incarner, parce qu'on est vraiment dans le taureau lion, cette énergie. Et le 14, alors j'ai fait l'erreur de marquer sur mes notes mais je crois que le 14, c'est jeudi, hein, voilà, si je ne me trompe pas, excusez-moi si je me trompe. Le 14, on a aussi d'autres astéroïdes féminins, c'est-à-dire que cette semaine, on a 3 astéroïdes féminins, donc les autres, on en utilise 4, il y en a 30 000, hein, des astéroïdes, ou 26 000. Donc on utilise les premiers qui ont été découverts, donc il y a Vesta, Pallas Athéna et Cérès qui changent de signe. Donc je trouvais ça le clin d'œil, hein, parce qu'ils ont des cycles à peu près un peu plus de 9 mois. Donc vous avez Vesta qui va rentrer en Cancer, exactement le 14, et Pallas Athéna qui rentre en bélier, pardon, en balance. Hein. Donc je vais être un petit peu pour ceux qui sont moins à l'aise avec ces objets célestes. Donc Vesta, elle vient équilibrer Junon. Vesta, c'est celle qui utilise l'énergie créative et sexuelle de Vénus au service de la régénération du soi. Hein. Vesta, vous savez, c'est Estia, c'est ce feu intérieur, c'est cette présence intérieure. Et je trouve qu'encore plus dans le Cancer, hein, ça va nous ramener, et il y a un lien très intéressant, puisque forcément, si Pallas Athéna rentre en balance, ça veut dire qu'il va y avoir un carré, hein, entre Vesta et Pallas Athéna. C'est toutes les deux des déesses vierges, donc on est dans la nouvelle lune en vierge. Pourquoi c'est des déesses vierges? Parce qu'elles n'appartiennent qu'à elles-mêmes. Vesta, elle utilise l'énergie vraiment dans la connexion à soi. Il y avait Tony Wolff, hein, qui était une des disciples de Jung, qui parlait des femmes médiales. Les femmes médiales, c'était ces femmes qui souvent, il y a une difficulté à trouver notre centre à l'intérieur, ou avoir une identité marquée, parce que ça permet justement que le canal s'opère. Hein. Et beaucoup, ce que l'hypothèse on a fait, c'est que Vesta, alors on la connaît à Rome, c'était la gardienne des feux sacrés, mais il y a vraiment toute cette lignée de femmes prêtresses, oracles, astrologues qu'on retrouve aussi grâce justement à l'association depuis tout le temps de Vénus et d'Inanna, puisque c'était des prêtresses astronomes. Donc là, je trouve que Vesta en Cancer, elle va nous interroger à peu près pendant 9 mois sur comment on habite
vraiment comment on habite le cancer, c'est-à-dire notre être profond. Alors, c'est pas, ça peut être aussi en lien avec notre lieu de vie, hein. Ça peut être Vesta en cancer, autant avec Vesta en gémeaux, on a pu, en plus, c'était pendant la rétrogradation de Mercure, sentir de faire silence. Là, il y a quelque chose avec l'espace sacré. Moi, ça me fait toujours penser, Vesta, à cette chambre à soi, hein, ou ce lieu à soi de Virginia Woolf. Là, il y a quelque chose où on a besoin, sans doute, de comment on habite notre espace, comment on habite notre temple. Et ce qui est intéressant, c'est que Pallas Athéna, qui est en carré, en balance, Pallas Athéna, on pourrait dire que c'est celle qui est vierge aussi, parce qu'elle n'appartient qu'à elle-même. On connaît d'ailleurs très peu dans la mythologie de partenaires à Pallas Athéna. Je crois qu'un des seuls enfants, peut-être, c'est Typhon. Alors, Typhon, c'est un monstre de serpent, mais elle a vraiment cette virginité. Et surtout, elle va utiliser l'énergie de Vénus au service de la créativité. C'est vraiment la visionnaire, la sagesse de la chouette. Elle a beaucoup fait pour la civilisation. On pourrait dire que c'est l'activiste des temps modernes, Pallas Athéna. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder des thèmes de femmes surtout, même si les astéroïdes, vous pouvez aussi bien sûr les lire dans les thèmes féminins, mais on a commencé à utiliser les astéroïdes dans les années 70, au moment de l'émergence des mouvements féministes, hein, et c'est là où on a vu un petit peu la corrélation. Donc Pallas Athéna en balance, au contraire, elle va nous parler de nos projets en lien avec peut-être une vision liée à la justice sociale, liée à l'écoféminisme, liée au relationnel, liée au besoin de faire évoluer. Pallas Athéna, vous la retrouvez aussi dans des gros moments de l'histoire où il y a eu des avancées au niveau des lois, de la sécurité sociale, de l'avortement. Hein, c'est celle qui fait avancer, qui fait avancer aussi la civilisation. On dit que c'est elle qui a amené le tour de Potier, c'est elle qui a amené la selle du cheval. Hein. Donc, il peut y avoir peut-être aussi quelque chose, donc ça veut dire qu'elles vont rester un petit peu en dialogue assez longtemps, Vesta et Pallas Athéna, entre l'énergie justement suite à la sortie de la rétrogradation de Vénus, où il y a eu vraiment ce cœur qui s'est ouvert, ces envies, ce besoin de s'asseoir sur notre trône et comme je vous dis, de détrôner les faux Jupiter en tout cas, c'est-à-dire les fausses représentations sociales ou sociétales qui nous disent qu'on doit utiliser notre énergie créative, sexuelle, amoureuse de telle façon, hein, ou peut-être aussi d'aller faire face à Junon, là où au contraire on se décentre. Donc là, il y a quelque chose qui nous invite à nous recentrer avec Vesta, habiter notre espace sacré, et Pallas Athéna dans nos projets. Alors, pourquoi un carré peut être vécu comme une tension? Tout simplement parce que je pense que vous vous en doutez, que les gens assez sensibles à Vesta, ce qui est assez mon cas, on peut passer beaucoup de temps à contempler, à regarder les arbres, à écouter les oiseaux, hein, et ça va demander un effort que d'agir dans le monde. Hein. C'est pas la Athéna qui nous aide à agir dans le monde. Les Vestas, malheureusement, je pense qu'un des grands défis pour toutes celles ou tous ceux qui résonnent avec cette énergie, euh, c'est se sentir parfois inutile dans ce monde, comme si on prenait soin, j'allais dire, de l'invisible, et que voilà, l'astrologie est une bénédiction parce que ça nous permet d'articuler cet invisible, comme toutes les personnes qui travaillent avec ça, mais sinon on peut se demander quelle est notre contribution. Moi, je trouve que comment elles peuvent dialoguer ensemble, c'est que Vesta va vous faire aller dans ce jardin intérieur, dans ce temple secret, dans votre lieu à soi, comme disait Virginia Woolf, pour ensuite pouvoir incuber quelque chose qui va servir le monde, Pallas Athéna. Hein. Et comme par hasard, le lendemain, le 15, on a cette nouvelle lune en Vierge qui nous parle aussi de cette énergie de service, qui nous parle aussi de comment on raffine la Vierge. Donc la Vierge, c'est-à-dire la complétude, n'appartenir qu'à soi-même. Alors, comme depuis 2018, beaucoup de nouvelles lunes en Vierge et de pleines lunes en Vierge nous font travailler avec l'énergie de Neptune. Hein, donc, il y a quand même une sensation de flou, il y a quand même cette sensation que ce n'est pas encore très clair, peut-être, quel est l'outil à utiliser, quel est vraiment comment j'incarne ma personnalité face au monde. Hein. En plus, on a Mercure donc, qui va sortir ensuite sa rétrogradation quelques heures après, mais qui est dans une large opposition à Saturne. Hein. Mais il y a aussi je trouve cette mise en perspective ou mise en opposition d'une sorte de temps cosmique par un Saturne en Poisson qui s'est dialogué avec le cosmos. Et puis le temps de la Vierge, c'est un temps du quotidien, d'un temps de comment on incarne les choses ici et maintenant. Hein. Par contre, ce que je trouve assez beau, c'est qu'il y a un trigone à Uranus qui est presque exact, hein, 1 degré, donc il y a un fort trigone à Uranus. Il y a Mercure qui sort
de sa rétrogradation quelques heures après. Donc, on est vraiment peut-être dans l'accouchement d'une nouvelle vision, dans l'accouchement de quelque chose aussi qui a une tonalité uranienne, c'est-à-dire qu'il y a des insights, il y a quelque chose où on permet de voir autrement les choses, de naître à une autre vision, mais aussi de prendre le risque. Peut-être, alors vous avez Neptune qui dissout un peu tout et qui dit c'est flou, je ne comprends pas trop, hein, mais il y a Uranus qui a aussi cette énergie d'oser quelque chose, d'oser peut-être sortir aussi de l'ombre de la Vierge, qui était d'une forme de contrôle du temps matériel, du temps ici, du futur aussi. Tout simplement, il y a un saut un petit peu, je trouve, surtout là où est la Vierge dans votre thème. Alors, en système de signes entiers, moi je trouve que c'est des fois plus facile. C'est difficile parce qu'on ne sait pas vraiment des horoscopes qu'on pourrait faire. J'ai déjà demandé, quelques personnes m'avaient dit, c'est regardez surtout par rapport à votre ascendant, hein, quel est le champ, hein, le topoi en grec, qui était le champ touché par la rétrogradation de Mercure. Et souvent, ça peut vous donner aussi des indications sur le lieu dans votre vie où il y a eu ces prises de conscience. Et là, il y a quelque chose qui est semé. Bien sûr, on est dans une nouvelle lune, donc on est dans une nouvelle graine. Et moi, je lis toujours Uranus en taureau, peut-être qui peut... L'ombre d'Uranus en taureau, c'est le transhumanisme, c'est le transgénique, hein, c'est le progrès au service de l'accélération du vivant. Donc on ne veut pas non plus, hein, il y a quelque chose face à l'opposition aussi de Saturne qui nous dit, bon, on a peut-être une prise de conscience que quelque chose doit naître à nouveau, qui a une nouvelle façon de penser, mais il va falloir trouver un ajustement entre la vision que j'ai eue, les muses peut-être neptuniennes, qui avaient vraiment une vocation divine. Je ne sais pas si, comme moi, vous aimez ce podcast sur France Inter, c'est quand les dieux régnaient sur la terre, celui de samedi, là, que j'ai commencé à écouter, mais que je n'ai pas fini, et sur justement les muses, et que les muses avaient vraiment un côté divin avant, hein, ce n'était plus les muses littéraires. Bon, voilà, petite parenthèse, mais il est vraiment fascinant pour ceux qui sont appelés par les mythes. Hein. Donc voilà, il y a vraiment à soutenir le temps, euh, le temps humain, les nouvelles routines, les nouvelles disciplines, hein, en sachant qu'on est relié à quelque chose de plus grand, hein, et que sans doute, je trouve que c'est beau, la semaine est encadrée par Vénus-Junon, Vénus carré Jupiter, donc il y a cet élan, cette soif, cette inspiration, quelque chose qui s'ouvre, et puis au milieu de la semaine, on a quand même une invitation à ne pas perdre le centre, à revenir dans la Vierge aussi, à raffiner quelque chose de nous-mêmes, de notre pensée, hein. Et le lendemain, donc le 16, c'est samedi, vous avez Cérès qui rentre en Scorpion. Alors Cérès, c'est Déméter, donc on connaît beaucoup Cérès et Déméter en lien avec le mythe de Perséphone, hein. Donc tout le lien à l'attachement, détachement, l'attachement mère-fille, l'attachement avec nos enfants. Cérès, c'était la gardienne des mystères de l'Hésis avec sa fille, qui était les mystères de la mort et de la résurrection. Donc moi, je trouve que Cérès en Scorpion, elle a... certains ont demandé, et Demetra George, on lui avait demandé, on lui avait dit, mais quelle est la différence entre la Lune et Cérès? Et elle disait tout simplement, comme tous les astéroïdes, ça vient vous donner des informations complémentaires, ce sont des portes d'entrée, hein. Donc des fois, on peut préférer entrer dans l'astrologie par le mythe, et les astéroïdes nous permettent ça, hein. C'est pas que c'est mieux qu'une autre théorie, j'entends beaucoup ça, ou qu'il faut savoir, ou... non, je pense qu'il y a vraiment, je me dis, on est au 21e siècle, on est dans la réunion de la tradition, de nos fondations, donc d'aller chercher dans les anciens textes, parfois un petit peu d'ailleurs très compliqués, hein. Alors malheureusement, beaucoup n'ont pas été traduits en français, hein. Et puis aussi tout l'aspect lié à la psychologie des profondeurs, aux archétypes, à la connaissance de soi, hein, qui est importante, hein. Et ça peut nous permettre, je pense, d'avoir une recherche en astrologie, d'avoir une pensée sur l'astrologie, d'avoir un langage, puisque l'astrologie est le discours sur les astres, qui est beaucoup plus poussé aussi que ce qu'on voit malheureusement trop, qui a aussi sa place, mais la littéralisation des signes. C'est-à-dire, quand je dis littéralisation des signes, je m'explique, c'est de prendre des mots-clés, hein. Une astrologie de mots-clés est très liée aux signes, et je trouve qu'il y a toute une richesse de s'interroger beaucoup plus profondément pour ceux qui aiment, qui est importante. Et je pense que c'est important que de plus en plus de voix puissent parler aussi de ça. Donc voilà, pardon, mon petit laïus. Donc cette Cérès qui rentre en Scorpion, qui est donc liée, comme je vous le disais, par rapport à la Lune, ce que Démétra Georges disait, elle donne des informations complémentaires.
hein. Donc Cérès, ça peut être la mère, ça peut être la grande déesse mère. Et en Scorpion, elle a cette, euh, cette idée vraiment aussi de la descente. Hein, c'est intéressant parce qu'on on est pourtant sorti, là c'était de Vénus, là c'est autour de Cérès, d'aller voir peut-être là au contraire beaucoup plus nos attachements lunaires, les lieux où ce qui nous sécurise nous fait en fait pas du bien. Il y a souvent une ambiguïté dans le Scorpion, vous le voyez beaucoup avec les personnes, des fois qu'on est en Scorpion, cette ambiguïté entre ce qui me nourrit et ce qui me détruit. Et ce qui va être très intéressant, c'est que Cérès va dialoguer euh, tant avec Jupiter qu'avec Uranus, hein, au moment de son passage dans le Scorpion. Donc il y a peut-être une invitation aussi à nous libérer de ce qui pendant de certaines relations, de certains liens, hein, qui maintiennent quelque chose qui ne nous permettent pas, j'allais dire, de continuer tout simplement le cycle d'évolution. Hein. Donc, on finit la semaine dimanche, mais j'en ai déjà parlé avec Vénus. Ah non, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est bien sûr Mercure sort de sa rétrogradation aussi. Hein. Donc Mercure qui sort de sa rétrogradation. Alors il restera encore, on dit vraiment qu'il sera, j'allais dire, quand il va sortir de tous les degrés qu'il a déjà, c'est comme s'il est repassé par les degrés, puis il repasse par les autres degrés. Hein. Mais souvent, on sent quand même un allègement, hein. Même s'il y a quelque chose, je pense, qui est important et que même si j'ai fait silence, je me disais, il y avait beaucoup de cette idée sur les réseaux, oui, mais les rétrogrades, les rétrogrades, les rétrogrades. Alors, c'est vrai que beaucoup de planètes actuellement sont rétrogrades, mais la plupart des transpersonnels, la moitié de l'année, sont rétrogrades. Enfin, moi, je suis née avec la configuration actuelle, c'est-à-dire tous les transpersonnels Saturne, Jupiter rétrograde et Mercure rétrograde. Est-ce que vraiment j'ai accès à rien de ce que symbolise Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune? Je ne suis pas sûre, ni Mercure, sinon je ne serais pas là à vous faire des vidéos. Donc je pense que les rétrogradations, déjà, c'est un mouvement qu'on voit depuis la Terre. Ce n'est pas du tout que les planètes rétrogradent, hein, c'est lié à la vitesse du Soleil en lien avec la vitesse des planètes. Hein. Pour la tradition, forcément, la planète avait moins de force de mener à bien. Mais je pense, par exemple, je pense notamment à Jupiter qui est rétrograde. C'est pas du tout que tout d'un coup ça nous prive d'abondance, mais c'est que les représentations de Jupiter à l'extérieur qui peuvent être le sens. Imaginez si on incarne Jupiter et on le personnalise dans une image archétypale. Jupiter, c'est quoi? C'est l'enseignant, c'est le gourou, c'est le bohème, c'est le philosophe. Donc peut-être que pendant la rétrogradation de Jupiter, on est privé de ces figures-là, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'a pas envie de suivre quelqu'un à l'extérieur qui nous dit les vérités. Alors là, pour le coup, dimanche sur Vénus, donc tous les gens qui vont nous dire comment vivre une relation, comment vivre notre sexualité, comment vivre le tantra, et qu'on a besoin de faire ce mouvement intérieur. En plus, cœur du lion et corps de Jupiter, enfin corps, pardon, du taureau, puisque Jupiter est en taureau, dans le domicile en plus de Vénus, donc de revenir vraiment au corps, de revenir à nous-mêmes, en fait. Hein. Donc, moi, je verrais plus les rétrogradations qui durent en plus souvent très longtemps, et puis de ne pas vous d'avoir peur si vous l'avez dans votre thème. Mais enfin, moi, les transpersonnels rétrogrades dans mon thème, en effet, j'ai jamais pu suivre un mouvement. J'ai une impossibilité, en plus, je suis née avec la conjonction Jupiter-Uranus, mais de ne pas pouvoir suivre quelqu'un, un dogme, une école. C'est viscéral, voilà, c'est impossible. Donc je pense qu'il y a aussi, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les repères à l'extérieur. Donc on est obligé d'aller les chercher en nous. Et on est dans une société où c'est pas forcément évident, hein, de toujours nous ramener à nous-mêmes, parce qu'en plus il y a tellement d'informations disponibles. C'est aussi pour ça, des fois, que je vous l'avoue avec sincérité, c'est difficile. Je me dis, est-ce que l'information sert? Est-ce que ça va alimenter l'extérieur des gens? Donc j'essaie toujours de la faire en ouvrant des pistes et des possibles. Et je vous remercie à chaque fois de vos commentaires que je lis. Pardon, des fois j'oublie juste de mettre le petit like. Et voilà, donc je reste disponible pour les séances. Donc vous verrez que mes créneaux se sont réduits. Mais par contre, je reste toujours attentive quand, voilà, quand vraiment les personnes le sentent qu'il y a une urgence. Vous m'écrivez un petit message et on trouve toujours une manière de répondre à cet appel-là. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.